Nabucet s'était assis pour mettre ses caoutchoucs. Le chien, ayant reçu sa ration quotidienne de sucre, s'en alla. Nabucet demanda la permission de jeter encore un coup d'œil sur ses lettres, et cette fois il les lut plus attentivement. Elle devait lui apporter de mauvaises nouvelles, car à plusieurs reprises il fit claquer sa langue d'un air contrarié, et enfin il remit ses lettres dans sa poche, en disant « On finira par me prendre pour un ministre, sous prétexte que je suis l'ami du général. Et de quelques autres personnalités, il ne se passe plus de jours que je ne sois sollicité d'intervenir pour celui-ci ou pour celui-là, dont on m'explique le cas tout au long. Encore 2 maires qui m'écrivent ce matin, et pourquoi ? Ouais, je vais pas me mettre à te raconter toutes ces misères. Anna, dit-il en se relevant, mon parapluie, nous sommes prêts, nous sortons. Et repensant aux lettres, que veulent-elles donc que j'y fasse, moi ? Je ne suis tout de même pas Dieu le Père. Anna apportait le parapluie. Je rentrerai à midi et je déjeunerai rapidement. Que comptes-tu faire ? Demanda-t-il au capitaine. Le capitaine était très pris. Sans doute le retiendrait-on à déjeuner aux messes. Il ne s'appartenait pas. Le plus sage était de ne pas compter sur lui, de faire comme s'il n'avait pas existé. Il ne voulait pas être une charge. Il avait d'ailleurs préparé toutes ses affaires et il les ferait prendre. Il expliqua tout cela en bafouillant. « Bien, dit Nabucet, comme tu voudras. À la condition que tu n'oublies jamais une chose, mon cher, c'est que cette maison est la tienne. C'est promis ?» C'était promis. « Eh bien maintenant, allons. À midi, Anna. » La pluie avait momentanément cessé. Aussi Nabucet put-il, sans inconvénient pour le bel habit de cérémonie, laisser pendre à son bras son beau pépin. Ils poursuivirent leur dialogue, marchant tantôt sur les trottoirs, quand ils étaient praticables, tantôt sur la chaussée, quand il n'y avait pas trop de fondrières. Cela donnait à leur marche un caractère sautillant et fuyard, dont Nabucet trouvait le moyen de tirer 1000 effets d'élégance, mais qui agaçait prodigieusement le capitaine. Il craignait pour ses belles bottes. Quelle ville mal tenue ! Celle d'où il venait ne l'était guère mieux, il fallait en convenir. Mais il s'était fait des idées sur celle-ci comme un tout jeune qui voyage pour la première fois et se figure naïvement qu'à 20 kilomètres de son trou, il va rencontrer les palais des 1001 nuits. En fait de palais, il longeait de grands murs interminables, verts de mousse, qui menaçaient par endroits de s'effondrer et par-dessus lesquels jaillissaient d'abondants feuillages. Nabucet expliqua que c'étaient les murs d'un couvent, que derrière ces murs priaient et jeûnaient quelques centaines de religieuses, de celles évidemment à qui leur vœu interdisait de se pencher au chevet des blessés. Mais il fallait tout pour faire un monde. Le capitaine en convint. Il n'était pas particulièrement anticlérical. Il pensait bien que c'était toujours dommage qu'une belle fille entrât au couvent plutôt que de faire le bonheur d'un homme, le sien. Mais après tout, il en fallait des comme ça. Et puis on ne savait jamais. Les prières avaient peut-être du bon, mais il pensait aussi qu'elles ne faisaient pas que prier. « Il doit s'en passer là-dedans des vertes et des pas mûres, » dit-il en clignant de l'œil. « Non, je ne suis pas allé voir, » répliqua Nabucet d'un ton de voix qui fit dresser l'oreille au capitaine. « Tiens, on aurait dit que ça lui faisait de l'effet, ce genre de propos. »« C'est grand là-dedans. »« En vrai palais, mais il y en a d'autres. » Nous avons ici plusieurs couvents. Je te ferai visiter la ville en détail un de ces jours. Tu seras étonné, mon cher. Le clergé est très riche ici. Pour te donner une idée de cette richesse, dis-toi ceci, mon cher Paul. C'est que d'après mes calculs, les propriétés du clergé occupent, y compris l'évêché et son parc, qui est splendide, environ le quart de la superficie totale de la ville. Et je ne compte même pas le séminaire, plus grand qu'une caserne, ni, bien entendu, nos 13 églises. 13. Il y a aussi quelques chapelles. Mazette. Une flaque d'eau les sépara un instant. Nabucet l'enjamba en souplesse. Le capitaine sauta maladroitement et l'eau sale gicla sur ses bottes. Il grogna. Nabucet reprit « Je ne médis pas de la religion, vois-tu, mon cher. Sans être un croyant, je ne suis pas non plus un athée. Que veux-tu, nous avons la chance de pouvoir nous faire une philosophie, au besoin stoïque. Le monde des idées nous est ouvert. Mais le peuple, il n'a d'idéal que dans la prière. Je voyais l'autre jour une pauvre mère effondrée, mon cher, par la mort de son fils. Elle priait toute seule dans une petite chapelle,
où j'étais allé montrer à un ami de passage un magnifique ouvrage du XIIIe, un tombeau ducal. Eh bien, devant cette pauvre femme, quelque lavandière, si ce que l'on m'a dit est vrai, je n'ai pas honte d'avouer que les larmes me montaient aux yeux. On voudrait pouvoir quelque chose pour les déshérités du sort. C'est difficile. Hélas, il y a tout de même les œuvres, et précisément les œuvres chrétiennes. Ça, c'est vrai. Monseigneur me disait l'autre jour qu'entre l'administration des œuvres et celle des domaines, il y avait du travail pour un personnel digne d'un ministère. Tu connais l'évêque? Oui, un homme tout à fait remarquable. Et le directeur de l'assistance publique? Je ne veux pas dire, poursuivit Nabucet, que les laïcs ne fassent rien. Nous sommes des laïcs et nous avons fait tout ce qu'il nous a été possible de faire et nous continuons avec persévérance. Mais il est certain que la guerre a révélé l'étonnante capacité de l'Église dans la charité. Oui, mon cher, ces gens-là font des choses admirables. Et moi, dans un esprit d'union sacrée et de justice, je dis que l'aumônier et l'ouvrier socialiste sont des frères parfaitement dignes l'un de l'autre, et qu'ils doivent oublier leur vieille et futile querelle. Le capitaine était de cet avis. Il répondit mollement que Nabucet avait raison, et pensa qu'on aurait pu parler d'autre chose. Il le trouvait ennuyeux, avec une tendance dangereuse au ton solennel. Diable! Entre deux vieux amis, des amis d'enfance, ce ton-là n'était pas de mise. Au bout de la rue, le ciel humide semblait se déplacer tout d'une pièce, poussé doucement vers l'ouest par un vent insensible. Ils avançaient toujours en sautillant et en sautant par-dessus les flaques et les trous, et enfin le mur cessa, et ils passèrent devant des maisons aux façades rabotées, avec, aux fenêtres, des grilles hargneuses. Un murmure leur parvint, une sorte de bourdonnement psalmodié, traînant, une plainte poignante. Les religieuses, sans doute, qui priaient? C'est la chapelle? Non, ce n'était pas la chapelle. La chapelle, on ne pouvait pas la voir, elle était à l'intérieur du couvent. Ceci est une dépendance du couvent, un asile, une maison de correction. Les grilles s'expliquaient doublement. Tu n'as jamais entendu parler de Sainte-Blême? Non. Il existait pourtant des succursales de Sainte-Blême un peu partout. Mais ici, dit Nabucet, c'est la maison mère. Sainte-Blême est une maison de correction où l'on recueille les... Tu sais ce que je veux dire, les petites filles vicieuses, acheva-t-il rapidement. Tiens. Les prières que tu entends, ce sont elles, mon ami. Elles prient en travaillant à l'ouvroir. Pauvres petites. Le murmure des prières s'amplifia. Tout l'atelier reprenait en chœur le chapelet Ave Maria, gratia plena. On dirait un bourdonnement d'abeilles, dit Nabucet. Dans le ciel opaque, bouché, il n'y avait pas un oiseau. Des fumées montaient lentement, s'ouvraient, disparaissaient en se mêlant à la brume suspendue dans l'air. Le murmure des prières diminua, devint de plus en plus faible à mesure qu'ils avançaient. Bientôt, ils ne l'entendirent plus. « Elles ont quel âge ?»« Tous les âges, certaines n'ont pas 13 ans. »« Et à quoi travaillent-elles ?»« Des travaux de couture. Elles font aussi des ornements pour les églises. Je crois même qu'elles travaillent pour certaines grandes maisons de Paris. » Silence. « Ce sont de très curieuses créatures, » continua Nabucet d'une voix un peu tremblée. « De très très curieuses créatures. »« Ah oui? Ah !» Le capitaine chercha les yeux de Nabucet, mais celui-ci avançait en regardant droit devant lui, en sorte qu'il était impossible de rien voir d'autre de son visage que sa joue barbue, la pointe de son oreille, son cou rouge serré dans le col trop raide et trop blanc. « En quoi ?»« En quoi curieuse, mais en ceci, mon cher Paul, c'est qu'elles sont très rusées. Il faut user avec elles d'une patience extraordinaire. Je t'assure que les religieuses ont un mérite. J'ai eu quelques détails sur leurs mœurs par certains de mes amis. Je m'intéressais à la question en psychologue, en moraliste et aussi naturellement d'un point de vue humanitaire. Passer sa jeunesse enfermée, c'est dur. Toutes ne le supportent pas. Mais que faire, dis-le-moi. Aussitôt libérées, elles retournent à leur péché. » « Alors ce n'était pas la peine de les enfermer. » »« Il faut tout tenter. La société se doit de tout faire pour ces pauvres petites dévoyées, et elle doit se protéger elle-même. Elle se passe des billets entre elles, sais-tu. J'en ai vu de mes propres yeux. »« Tiens !
Tu n'ignores pas, mon cher, que, bien que cet établissement soit un établissement religieux, les pouvoirs publics possèdent là-dessus un droit de regard. La préfecture verse même une certaine allocation à la communauté, sans doute pour l'entretien des enfants que l'assistance publique y confie. C'est dire que le directeur de l'assistance publique est constamment en rapport avec Sainte-Blême. Il m'a donc montré... Le capitaine devint pourpre. « Tu le connais ?»« C'est un excellent garçon, » dit Nabucet. « Ah, oui, comment est-il ?»« Un vrai père. » Le capitaine n'insista pas.